Sophie claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs, laissant derrière elle les cris hystériques de sa mère qui l'accusait d'avoir ruiné la réputation de la famille. À cet instant, elle n'imaginait pas que ce départ précipité la mènerait droit dans les bras de Marie, l'amour interdit qu'elle avait juré d'oublier pour toujours. Mais le destin, cruel et ironique, transforma cette fuite en une renaissance inattendue, où chaque pas vers la liberté se payait au prix fort d'une trahison intime. Sophie marchait d'un pas rapide sous la pluie battante de Paris, son manteau trempé collant à sa peau comme une seconde peau de regret. Elle avait 28 ans, une carrière prometteuse en tant que professeure de littérature à la Sorbonne. Mais ce soir-là, tout cela semblait insignifiant face à la tempête qui ravageait son esprit. Sa famille, ancrée dans les traditions bourgeoises de la banlieue chic de Neuilly-sur-Seine, venait de découvrir sa relation avec Marie, une femme de 30 ans, avocate engagée dans les droits des minorités, qu'elle avait rencontrée lors d'un séminaire sur l'égalité des genres 2 ans plus tôt. Leur amour avait commencé innocemment, par des échanges intellectuels passionnés sur Virginia Woolf et Simone de Beauvoir, évoluant vers des cafés volés dans les ruelles du Marais, où les regards complices se transformaient en baisers timides. Mais pour Sophie, issue d'une lignée catholique conservatrice, cet amour était une bombe à retardement. Sa mère, une femme rigide élevée dans les principes de l'Église, avait fouillé son téléphone et trouvé des messages qui ne laissaient aucun doute. « Comment as-tu pu nous faire ça ? À ton père ? À moi ? À Dieu » avait hurlé sa mère, les larmes aux yeux, tandis que son père, un homme d'affaires stoïque, restait muet, le regard chargé de déception. Sophie s'était défendue, arguant que l'amour n'avait pas de genre, que Marie la complétait comme personne d'autre. Mais les mots étaient tombés dans le vide. Tu choisiras, ta famille ou cette aberration, avait tranché sa mère. Sophie avait choisi de partir, emportant seulement un sac à dos avec quelques vêtements et son journal intime, où elle consignait ses tourments intérieurs. Elle se réfugia chez une amie, mais son esprit revenait sans cesse à Marie, qu'elle avait quittée 6 mois plus tôt sous la pression familiale. Marie, de son côté, vivait à Montmartre, dans un petit appartement rempli de livres de droit et de posters militants. Elle avait grandi dans une famille plus ouverte, mais pas sans ses propres démons. Son père, un immigré algérien, avait accepté son orientation sexuelle avec une résignation forcée, mais sa carrière d'avocate l'exposait au jugement de la société française, encore imprégnée de préjugés malgré les avancées légales comme le mariage pour tous. Marie avait aimé Sophie avec une intensité qui la terrifiait, car elle savait que leur relation défiait non seulement les normes familiales, mais aussi les attentes sociétales d'une vie normale. Ce soir-là, Sophie envoya un message à Marie, « Je suis partie. Je ne sais plus où j'en suis. » La réponse ne se fit pas attendre, « Viens chez moi. » Sophie hésita, se rappelant la douleur de leur rupture. Elle s'était séparée après que la mère de Sophie eut menacé de la déshériter si elle persistait. Marie avait pleuré, accusant Sophie de faiblesse. Mais au fond, elle comprenait la pression insurmontable. Pourtant, ce message raviva une flamme qu'elle croyait éteinte. Arrivée chez Marie, Sophie fut accueillie par un câlin qui dissipa temporairement le chaos. Elles parlèrent toute la nuit, déversant leur frustration. Sophie avoua ses doutes moraux, était-ce égoïste de poursuivre cet amour au détriment de sa famille ? Marie, plus combative, répliqua que l'amour vrai valait tous les sacrifices.
Mais ses yeux trahissaient une peur profonde de revivre la perte. Elles décidèrent de se donner une seconde chance, ignorant que ce choix déclencherait une chaîne de confrontation. Les jours suivants, Sophie s'installa temporairement chez Marie. Leur quotidien devint un mélange de joie volée et de tension latente. Elle marchait main dans les rues de Paris, défiant les regards curieux. Mais chaque appel manqué de sa mère rappelait à Sophie le vide familial. Elle tenta de contacter son père, espérant un allié. Mais il répondit froidement, « Ta mère est dévastée. Réfléchis à ce que tu fais. » Sophie se sentait déchirée. Comme si son cœur était un champ de bataille entre loyauté et passion. Marie, quant à elle, faisait face à ses propres conflits. Au cabinet, un collègue conservateur avait surpris une photo d'elle sur son bureau et avait lancé des remarques voilées sur les choix de vie qui nuisent à la professionnalité. Marie riposta avec fermeté. Mais intérieurement, elle se questionnait, valait-il la peine de risquer sa carrière pour un amour si contesté? Elle encouragea Sophie à affronter sa famille. Mais Sophie tergiversait, craignant une rupture définitive. Un soir, lors d'un dîner avec des amis communs, la tension éclata. Une amie, bien intentionnée mais maladroite, demanda, « Et ta famille ?» Sophie. « Ils acceptent maintenant ?» Sophie fondit en larmes, avouant son exil volontaire. Marie la serra contre elle. Mais ce geste public attira l'attention. Plus tard, seule avec Marie, Sophie murmura, « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Le prix est trop élevé. » Marie, blessée, répliqua, « Alors quoi? Tu vas me quitter encore une fois ?» Leur dispute se prolongea tard dans la nuit, révélant les fissures de leur relation reconstruite sur des sables mouvants. Malgré tout, elles persistèrent. Sophie trouva un petit job de tutrice pour subvenir à ses besoins, refusant l'aide financière de Marie pour préserver son indépendance. Elles explorèrent Paris ensemble, visitant le Louvre et flânant le long de la Seine. Des moments de pur bonheur qui contrastaient avec les ombres du passé. Mais la société française, bien que progressiste en surface, distillait subtilement ses poisons, un regard désapprobateur dans le métro. Un commentaire en ligne sur un forum LGBT qui soulignait les défis des couples lesbiens face aux familles traditionnelles. Sophie commença à écrire un blog anonyme sur ses expériences, canalisant ses tourments intérieurs. Cela devint une thérapie. Mais aussi un risque, car elle y décrivait des détails qui pourraient la trahir. Marie l'encouragea, voyant là une façon de transformer la douleur en force. Pourtant, au fond d'elle, Marie redoutait que ce blog ne devienne une arme contre elle. La première confrontation majeure survint lorsque la mère de Sophie se présenta à l'appartement de Marie. Elle avait traqué l'adresse via des amis communs. « Je veux parler à ma fille », déclara-t-elle d'un ton autoritaire. Sophie, tremblante, l'invita à entrer. La discussion vira rapidement au drame. La mère accusa Marie d'avoir corrompu Sophie, invoquant la Bible et les valeurs familiales. « Tu es en train de détruire ton avenir pour une phase passagère », cria-t-elle. Sophie défendit leur amour. Mais les mots de sa mère la transpercèrent, « Si tu continues, tu n'es plus ma fille. » Marie intervint. Calmement mais fermement, « Madame, l'amour de Sophie pour moi n'efface pas son amour pour vous. C'est vous qui forcez ce choix. » La mère partit en claquant la porte, laissant Sophie effondrée. Ce soir-là, elles firent l'amour pour la première fois depuis leur retrouvaille,
Non par passion, mais par besoin de réconfort. Un acte chargé d'émotion plutôt que de sensualité. Les semaines passèrent, et Sophie tenta de reconstruire des ponts. Elle envoya des lettres à sa famille, expliquant ses sentiments. Mais les réponses étaient glaciales. Son frère, le seul allié potentiel, lui conseilla de revenir à la raison. Sophie se sentait isolée. Questionnant ses choix moraux, était-ce juste de prioriser son bonheur personnel sur le bien-être familial? La société française, avec ses débats sur l'homophobie internalisée, résonnait en elle comme un écho accusateur. Marie, de son côté, affrontait un dilemme professionnel. Un client important, un homme d'affaires conservateur, avait appris pour sa relation et menaçait de se retirer si elle ne se concentrait pas sur le travail. Marie refusa de céder. Mais cela la força à réfléchir, jusqu'où irait-elle pour Sophie? Leur relation, autrefois source de joie, devenait un terrain miné de sacrifices. La pression montait inexorablement. Sophie, maintenant sans emploi stable, postula pour un poste à l'université. Mais les rumeurs familiales avaient filtré jusqu'à certains collègues. Lors d'un entretien, un professeur lui posa une question voilée sur sa vie privée, la laissant mal à l'aise. Elle rentra chez Marie, frustrée, et déversa sa colère, tout ça parce que j'aime une femme. La France est censée être progressiste. Mais regarde-nous. Marie, épuisée par une journée au tribunal, tenta de la calmer. Mais leurs échanges devinrent acerbes. Peut-être que ta famille a raison, lâcha Sophie dans un moment de faiblesse. Marie se figea, les yeux emplis de douleur. Tu crois vraiment ça? Après tout ce qu'on a traversé? La dispute escalada, Sophie accusant Marie de ne pas comprendre la profondeur de ses racines familiales. Marie rétorquant que Sophie était lâche. Elles dormirent dos à dos cette nuit-là. Le silence plus lourd que n'importe quel cri. Le lendemain, Marie reçut un appel de son père. Fille, j'ai entendu pour Sophie. Sa famille parle en mal de toi. Protège-toi. Marie raccrocha, troublée. Son père, bien que tolérant, craignait pour sa sécurité dans une société où l'homophobie subsistait sous des formes subtiles. Elle décida de confronter Sophie sur leur avenir. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut un plan. Sophie, encore blessée, accepta une discussion. Mais au fond, elle redoutait les décisions à venir. Elles passèrent le week-end à Bordeaux, chez des amis LGBT, espérant un répit. Là-bas, elles rencontrèrent d'autres couples fascinants similaires défis. Des histoires de rejets familiaux et de résilience. Cela inspira Sophie, qui vit en ces récits un miroir de sa propre lutte. Mais sur le chemin du retour, un incident mineur, un chauffeur de taxi qui refusa de les prendre en voyant leurs mains entrelacées raviva la réalité brutale. De retour à Paris, la mère de Sophie envoya un ultimatum par courrier, reviens à la maison dans une semaine, ou je considère que tu es morte pour nous. Sophie lut la lettre en tremblant, les larmes coulant sur ses joues. Elle la montra à Marie, qui la serra dans ses bras. Ne les laisse pas te briser, murmura Marie. Mais Sophie, déchirée, envisagea un instant de céder. Et si c'était la bonne chose? Pour eux? Pour moi? Marie, sentant le danger,
organisa une rencontre avec un thérapeute spécialisé en thérapie de couple LGBT. Lors de la session, Sophie avoua ses conflits internes, la culpabilité catholique instillée depuis l'enfance, la peur de l'isolement social. Le thérapeute les encouragea à explorer ses sentiments, mais cela ne fit qu'amplifier les tensions. Marie se sentit jugée, comme si ses efforts étaient minimisés. Puis vint la trahison inattendue. Sophie, dans un moment de désespoir, contacta son ex-petit ami, un homme qu'elle avait fréquenté avant Marie pour plaire à sa famille. Ils se virent pour un café. Innocemment. Mais Sophie confia ses doutes. Il l'écouta, la réconfortant, et planta une graine, peut-être que tu n'es pas vraiment lesbienne. C'est une phase. Sophie rentra confuse, ne disant rien à Marie. Mais Marie découvrit un message sur le téléphone de Sophie, ravie de t'avoir revue. Pense à ce que je t'ai dit. La confrontation fut explosive. Tu m'as trahi, cria Marie. Les yeux rougis. Sophie nia toute infidélité, expliquant que c'était juste une conversation. Mais Marie vit rouge. Tu doutes de nous à ce point? Elles se séparèrent pour la nuit, Marie dormant sur le canapé. Le lendemain, elles tentèrent de recoller les pièces. Sophie s'excusa profusément, avouant sa peur panique de perdre tout. Marie pardonna, mais une fissure s'était creusée. Elles décidèrent de se battre plus fort, Marie proposant de rencontrer la famille de Sophie ensemble. Sophie accepta, terrifiée mais déterminée. La rencontre eut lieu dans un café neutre à Versailles. La mère et le père de Sophie arrivèrent, tendus. Marie prit la parole en premier. Je respecte votre famille, mais j'aime Sophie. Nous voulons construire quelque chose de vrai. La mère répliqua sèchement, vous détruisez notre fille. Le père, plus modéré, posa des questions sur leur vie commune, mais l'atmosphère resta glaciale. Sophie plaida pour la compréhension, invoquant l'évolution des mœurs en France. Mais la mère lâcha une bombe, ton oncle? Prêtre. C'est tout. Il dit que c'est un péché mortel. Sophie blêmit, rappelant ses années au catéchisme. La réunion se termina sur une impasse. La famille partant sans promesse. Sophie rentra effondrée, questionnant si l'amour valait cette guerre morale. Marie, de son côté, subit un revers professionnel. Son patron la convoqua, mentionnant des distractions personnelles affectant son travail. Elle comprit que les rumeurs avaient atteint le cabinet. Je dois choisir entre ma carrière et toi, confia-t-elle à Sophie. Celle-ci, horrifiée, proposa de se distancer temporairement. Mais Marie refusa, non. On affronte ça ensemble. Les mois suivants furent un tourbillon de décisions. Sophie coupa les ponts avec sa famille. Un choix qui la hanta. Elle perdit du poids. Insomniaque. Hantée par des rêves de réconciliation impossibles. Marie, pour la soutenir, refusa une promotion qui l'aurait envoyée à Lyon, sacrifiant son avancement. Une nuit, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille, elles se tinrent main dans la main, entourées de foules solidaires. Cela leur donna de la force. Mais un contre-manifestant cria des insultes, rappelant la persistance des préjugés. Sophie se sentit exposée, vulnérable. Puis, un appel inattendu,
Le frère de Sophie voulait la voir. Ils se rencontrèrent en secret. Il avoua soutenir secrètement les droits gays, mais craignait la réaction parentale. Donne-leur du temps, conseilla-t-il. Sophie rentra avec un espoir ténu, le partageant avec Marie. Pour la première fois depuis longtemps, elles rirent ensemble, imaginant un avenir meilleur. Mais la société frappa à nouveau. Un article dans un journal local mentionna une professeure impliquée dans un scandale familial, sans nommer Sophie. Mais elle reconnut les détails. Paniquée, elle envisagea de démissionner. Marie la dissuada, arguant que fuir n'était pas la solution. Leur relation, testée à l'extrême, commença à montrer des signes de résilience. Elles adoptèrent un chat, symbole de leur engagement domestique. Mais au fond, Sophie luttait contre une dépression rampante, se demandant si le prix de cet amour n'était pas trop élevé pour son âme. Les fissures s'élargirent inexorablement. Sophie, rongée par la culpabilité, commença à s'isoler. Elle passait des heures à errer dans les jardins du Luxembourg, réfléchissant à ses choix. Ai-je le droit de causer tant de douleur, se demandait-elle, évoquant les larmes de sa mère. Marie, sentant son éloignement, tenta de la ramener, organisant des dîners romantiques. Mais Sophie répondait distraitement. Un jour, lors d'une dispute sur l'argent, Sophie refusant toujours l'aide de Marie, les mots dépassèrent la pensée. Peut-être que sans toi, ma vie serait plus simple, lâcha Sophie. Marie, stupéfaite, quitta l'appartement en claquant la porte. Elle marcha jusqu'à l'aube. Les rues de Montmartre témoins de ses larmes. De retour, elle trouva Sophie en pleurs. Elles se réconcilièrent, mais le doute s'était insinué. La famille de Sophie intensifia la pression. Son père envoya un email, « Ta mère est hospitalisée pour dépression. C'est ta faute. » Sophie, dévastée, envisagea de rentrer. Elle confia à Marie, « Je dois y aller. » Marie, terrifiée de la perdre, accepta, mais à contre-cœur. « Promets-moi de revenir. » À Neuilly, Sophie trouva sa mère alitée, pâle et fragile. « Tu es revenue, murmura-t-elle. Sophie expliqua qu'elle était là pour aider, pas pour renoncer à Marie. La discussion vira au conflit. Choisis la famille, implora la mère. Sophie, les yeux embués, répondit, « Je vous aime tous. » Mais le père intervint, « Pas assez pour changer. » Sophie partit après quelques jours, le cœur brisé, réalisant que la réconciliation était illusoire. De retour chez Marie, elle avoua tout. Marie, blessée par l'absence, questionna, « As-tu douté de nous là-bas ?» Sophie nia. Mais Marie sentit la vérité. Leur intimité s'effrita, remplacée par une routine mécanique. Marie plongea dans le travail, défendant un cas de discrimination LGBT qui la consumait. Puis vint le point de non-retour. Lors d'une soirée arrosée avec des collègues, Marie flirta innocemment avec une femme, cherchant du réconfort. Rien ne se passa, mais un ami commun le raconta à Sophie. La confrontation fut dévastatrice. « Tu m'as trahi », accusa Sophie. Écho de leur dispute passée. Marie admit son erreur, expliquant sa solitude. Mais Sophie,
déjà fragilisée, ne pardonna pas facilement. Elles décidèrent d'une pause, Sophie déménageant chez une amie. Les semaines suivantes furent un enfer de solitude. Sophie relisait leurs messages anciens, regrettant ses choix. Marie, de son côté, consultait le thérapeute seul, affrontant ses propres démons, la peur de l'abandon hérité de son enfance. La société continuait son assaut subtil. Sophie perdit son poste à la Sorbonne, prétextant des coupes budgétaires, mais elle soupçonnait des influences familiales. Sans emploi, elle sombra dans la dépression. Questionnant l'éthique de son amour, était-ce moral de persister face à tant de souffrances? Marie tenta de la contacter, mais Sophie ignora les appels. Un jour, elle envoya une lettre, « Je t'aime, mais peut-être que nous nous détruisons mutuellement. » Sophie la lut, déchirée. Elle répondit par un message, « Rencontrons-nous. » Elles se virent au pont des Arts, symbole d'amours éternels. Marie plaida pour une seconde chance. Mais Sophie, les yeux froids, déclara, « C'est fini. Le prix est trop haut. » Marie pleura, suppliant. Mais Sophie partit, laissant derrière elle un cadenas imaginaire brisé. Les mois suivants, Sophie tenta de reconstruire sa vie. Elle trouva un job dans une librairie, entourée de livres qui la réconfortaient. Mais chaque nuit, elle pensait à Marie. Sa famille l'accueillit à bras ouverts, sa mère guérissant miraculeusement. « Tu as fait le bon choix, » dirent-ils. Mais Sophie se sentait vide, comme si elle avait sacrifié son âme. Marie, brisée, se jeta dans l'activisme, devenant une voix proéminente pour les droits lesbiens. Elle gagna son cas au tribunal, mais la victoire sonnait creux sans Sophie. Elle rencontra d'autres femmes, mais aucune ne comblait le vide. Un an passa. Sophie, lors d'une conférence littéraire, aperçut Marie de loin. Leurs regards se croisèrent, ravivant la flamme. Mais Sophie détourna les yeux, fidèle à son choix douloureux. Pourtant, le destin intervint. Un accident mineur, Sophie glissant sur un trottoir glacé la mena à l'hôpital. Son frère, informé, contacta Marie par inadvertance. Marie accourut, voyant Sophie bandée. « Pourquoi es-tu là ?» demanda Sophie faiblement. « Parce que je t'aime encore » répondit Marie. Cette visite rouvrit les plaies. Sophie avoua ses regrets, Marie ses erreurs. Elles parlèrent des heures, déversant les vérités enfouies. « J'ai sacrifié trop pour rien » confia Sophie. Marie répliqua, « Le sacrifice était pour nous, pas pour eux. » Elles décidèrent de se revoir, prudemment. Mais la famille de Sophie apprit la visite et renouvela les menaces. « Si tu recommences, c'est définitif » avertit le père. Sophie, face à ce ultimatum rognaude, dut choisir à nouveau. Elle opta pour Marie, mais cette fois avec une détermination forgée dans le feu. Elles s'installèrent ensemble, ignorant les appels familiaux. Mais les dommages étaient profonds. Sophie luttait contre une anxiété chronique, Marie contre la méfiance. Leur relation, reconstruite sur des ruines, était fragile. La reconstruction fut ardue, semée d'embûches. Sophie et Marie emménagèrent dans un nouvel appartement à Belleville,
Un quartier multiculturel où elles espéraient l'anonymat. Elles établirent des règles, communication ouverte, thérapie régulière. Mais les ombres du passé persistaient. Sophie, sans famille, célébra Noël avec Marie et ses amis. Mais le manque la rongeait. Elle écrivit une lettre à sa mère, exprimant son amour malgré tout. Pas de réponse. Marie, voyant sa douleur, organisa un voyage à la Côte d'Azur pour la distraire. Là-bas, sous le soleil méditerranéen, elles redécouvrirent leur connexion, marchant sur les plages de Nice, discutant de rêves futurs. Pourtant, un incident professionnel frappa Marie. Son cabinet la licencia, citant des conflits d'intérêts liés à son activisme. Elle soupçonna une discrimination voilée. Dévastée, elle accusa Sophie indirectement, tout ça parce que je t'ai choisi. Sophie, culpabilisée, proposa de l'aider financièrement avec ses économies. Marie accepta, mais cela créa une dépendance inconfortable. Elles affrontèrent ensemble le chômage de Marie. Sophie augmenta ses heures à la librairie, tandis que Marie postula ailleurs. Lors d'un entretien, on lui posa des questions sur sa vie personnelle, la forçant à mentir. La France hypocrite, murmura-t-elle ensuite. Leur thérapie révéla des vérités douloureuses. Sophie admit son ressentiment envers Marie pour l'avoir forcée à choisir. Marie confia sa peur de l'abandon. Le thérapeute les guida vers le pardon. Mais le chemin était long. Un jour, Sophie reçut un appel de son frère, « Maman veut te voir. » Elle est malade pour de vrai cette fois. Sophie hésita. Mais Marie l'encouragea, « Vas-y. Je te soutiens. » À l'hôpital, Sophie trouva sa mère affaiblie par un cancer naissant. « Je regrette, » murmura la mère. Sophie pleura, expliquant son amour pour Marie. Pour la première fois, la mère écouta sans juger. « Je ne comprends pas. Mais je t'aime, dit-elle. » Ce moment fut un tournant. Sophie rentra transformée, partageant avec Marie. Elles décidèrent d'inviter la mère à dîner. Un geste audacieux. La rencontre fut tendue, mais civilisée. La mère posa des questions sur Marie, apprenant son métier. Pas d'acceptation totale, mais un pas. Marie trouva un nouveau job dans un cabinet progressiste, spécialisé en droits humains. Cela la revigora, et leur relation s'épanouit. Elles participèrent à des événements LGBT. Sophie s'ouvrant enfin publiquement. Mais la société testa leur résilience. Un harcèlement en ligne visa Marie après un article sur son travail. Des commentaires haineux, invoquant des stéréotypes lesbiens. Sophie la défendit anonymement. Mais cela la terrifia. Elles adoptèrent une routine stable, promenade au parc des Buttes-Chaumont. Lecture partagée. Sophie reprit ses études pour un doctorat, canalisant ses expériences en thèse sur la littérature queer. Pourtant, un doute persistait. Lors d'une dispute mineure, Sophie lâcha, « Et si on avait tort de forcer ça ?» Marie, blessée, répondit, « Le tort serait de renoncer. » Elles se réconcilièrent, mais la question plana. Le père de Sophie contacta enfin, proposant une médiation familiale. Sophie accepta, emmenant Marie. La session fut émotive, accusation,
Larmes. Révélation. Le père admit ses préjugés, influencé par son éducation. La mère, affaiblie, exprima son désir de paix. Un compromis émergea, contact limité, sans jugement. Sophie se sentit allégée, mais consciente des sacrifices. Marie, inspirée, écrivit un livre sur les défis des couples lesbiens en France, dédicaçant à Sophie. Le lancement fut un succès, attirant médias et soutien. Leur amour, forgé dans l'adversité, devint plus fort. Elles envisagèrent le mariage, défiant les dernières résistances. Mais un twist final approchait. La mère de Sophie, en rémission, invita le couple pour Pâques. Un geste de réconciliation? Ou un piège? L'invitation plana comme une épée de Damoclès. Sophie et Marie débattirent longuement. C'est une chance, argua Sophie. Ou un risque, répliqua Marie, méfiante. Elles décidèrent d'y aller, armées de prudence. À Neuilly, l'accueil fut poli, mais tendu. Le dîner commença calmement, avec des banalités sur le temps et la santé. Puis, la mère aborda le sujet. J'ai réfléchi. Je veux comprendre. Sophie expliqua leur histoire, Marie ajoutant ses perspectives sur les droits. Le père écouta, hochant la tête. Mais la soirée vira au drame quand l'oncle prêtre arriva inopinément. J'ai entendu pour cette union, tonna-t-il, citant des versets bibliques. Sophie défendit leur amour. Mais l'oncle accusa, c'est contre nature. Marie riposta avec des arguments légaux et sociaux. Mais la mère, influencée, vacilla, peut-être qu'il a raison. Sophie, outrée, quitta la table. Dans la chambre d'enfance, elle pleura, questionnant tout. Marie la rejoignit, on part. Mais Sophie hésita, et si c'était ma dernière chance avec eux? Elles restèrent la nuit, tendues. Le matin, une conversation honnête avec les parents. Le père avoua, j'ai peur pour ton âme, mais plus pour ton bonheur. La mère, larmes aux yeux, admit ses préjugés. L'oncle partit, vaincu par leur unité. Ce week-end marqua un virage. La famille accepta progressivement, avec des visites sporadiques. Sophie se sentit complète, équilibrant amour et racines. Marie et Sophie se marièrent civilement à la mairie de Paris, entourées d'amis. Pas de grande fête, mais un moment intime. Leur voyage de noces en Provence scella leur engagement. Pourtant, les cicatrices restaient. Sophie, dans des moments de réflexion, se demandait si les dommages valaient la joie. Marie, ambitieuse, poursuivit sa carrière, devenant une figure publique. Des années plus tard, elles adoptèrent une fille, défiant les normes. La société évoluait, mais les préjugés persistaient. Leur histoire devint un témoignage, inspirant d'autres. Mais au fond, une question hantait, l'amour vrai justifie-t-il tous les sacrifices? Ou y a-t-il un point où le prix devient immoral?